Bonjour à tous, je suis Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec. Depuis plus de 12 ans, la Caisse est fière d'être associée au Festival Québec en toutes lettres. Pour nous, c'est une occasion idéale de nous associer à un événement de qualité et de donner accès à des activités culturelles et une programmation diversifiée aux gens de Québec. Je tiens à féliciter sincèrement les organisateurs de cette activité pour la qualité exceptionnelle de l'événement. Et je remercie tous les membres de la Caisse de Québec de nous permettre de faire une différence dans la communauté. Bon festival! Paul Auster, bonjour. Je me présente, Marie-André Lamontagne. J'aurai le plaisir d'animer cet entretien avec vous au cours de la prochaine heure dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres. Merci d'avoir accepté l'invitation du festival. Merci. Je suis très content d'être avec vous pendant cette heure de conversation. Et réciproquement, figurez-vous. Alors, je ne vais pas faire l'injure de vous présenter à notre auditoire. Vos lecteurs sont nombreux. Ils se trouvent un peu partout dans le monde, puisque vous êtes traduit en 35 langues. En français, votre œuvre paraît chez Actes Sud en France et chez Leméac Éditeur au Québec, en traduction, bien sûr. Non, je ne vais pas vous présenter. Je ne dirai pas que vous êtes américain, que vous vivez à New York. Je ne parlerai pas des prix que vous avez reçus, des genres et des médiums divers que vous pratiquez, cinéma, littérature. Non, je ne dirai rien de tout cela. Je rappellerai seulement les 2 bornes de votre œuvre au jour d'aujourd'hui, parce que vous continuez évidemment de publier. Le début, d'abord, L'invention de la solitude. C'est un récit autobiographique, un mémoire, comme on dit en anglais, paru en 1982 et traduit en français en 1988. Ça, c'est le début. Et la borne qui nous amène en 2021, c'est une biographie qui paraît en français ces jours-ci, donc là, en octobre, chez Leméac au Québec, Actes Sud en France, Burning Boy, vie et œuvre de Stephen Crane, donc une biographie que vous publiez, 1008 pages dans la traduction d'Anne-Laure Tissu. Entre ces 2 jalons, près d'une 50aine de titres, sans compter les traductions de poètes français que vous avez signés, André Dubouchet, Mallarmé, Jacques Dupin, pour ne mentionner que les poètes. Ça, c'était un peu plus au début de votre carrière. Alors, on va commencer cet entretien. On va se promener un peu partout dans votre œuvre pour essayer de comprendre l'univers de Paul Auster. Dans un recueil d'entretiens avec l'universitaire danoise Inge Birgit Sigmundfeld, paru sous le titre Une vie dans les mots, ça c'était en 2020, et qui vient d'être repris en poche dans la collection Babel, vous dites, et je cite, j'ai souvent eu l'impression qu'une grande partie de mon travail était née de l'invention de la solitude, ou, tout du moins, que c'est dans ce livre que j'ai énoncé les choses dont je me souviens le plus, des choses que j'ai ensuite embellies, changées ou développées dans la suite de mon œuvre. Fin de la citation. Cette matrice, ce germe initial, est-ce cela qu'on appelle la cohérence de l'œuvre? Il faut dire que d'abord que l'invention de la solitude, j'avais 31 ans et j'écrivais pendant une douzaine d'années avant. Et j'ai commencé comme écrivain en tant que poète, traducteur et essayiste. Et j'ai voulu, pendant tout ce temps, d'écrire des romans aussi. Et quand j'étais jeune, c'est-à-dire à la fin de mes années teens pendant mon vingtaine aussi, jusqu'à l'âge de peut-être 24 ans, j'essayais durement d'écrire des romans. J'ai peut-être 2000 pages de fiction non publiées parce que je n'étais pas jamais satisfait des résultats. Je crois que je changeais trop et je n'ai pas découvert mon approche personnelle.
pour la poésie, c'était une forme plus petite pour moi et faisable. Et tout d'un coup, dans le milieu de toutes ces luttes, mon père est mort soudainement à l'âge de 66 ans. Un homme qui n'était jamais malade et c'était inattendu. C'était un choc et j'étais, je ne sais pas, forcé, il me paraissait, forcé d'écrire quelque chose sur lui qui finalement, c'était un texte assez court qui est la première partie de l'invention de la solitude. Portrait of an Invisible Man, portrait d'un homme invisible. Un texte de peut-être 90 pages. Et puis, j'étais occupé avec d'autres choses, mais pas longtemps après, je crois inspiré par ce premier volet du livre, j'ai commencé un autre texte, le livre de la mémoire, qui est, je crois, vraiment fondamental pour moi. Et peut-être c'est la chose la plus expérimentale que j'ai jamais fait, la plus osée. J'ai inventé une forme pour essayer d'écrire une situation simultanée avec beaucoup de choses qui se passaient au même temps. Mais dans l'écriture, bien sûr, c'est linéaire. On lit un mot et puis un autre mot. On ne peut pas montrer 5 choses à la fois ou 10 choses à la fois. C'est impossible. Mais je voulais construire une sorte de texte qui pouvait retourner tout le temps au centre de la pulsion qui a fait cette explosion émotionnelle, intellectuelle, littéraire, philosophique. Et après ça, j'ai mis les deux ensemble et c'était publié comme un livre. Et je crois, j'ai traversé une barrière en moi en prouvant que j'étais capable d'écrire un livre en prose. Et presque tout de suite après, j'ai commencé la trilogie new-yorkaise. Mais pour le premier livre, Cité de verre, il faut dire que j'étais comme un pirate. Je consultais mes cahiers des choses ratées, mais il y avait toujours des choses intéressantes mêlées dans le chaos des pages. Et j'ai pris des bonnes choses, des anciens textes, et c'était des choses qui sont dans Cité de verre, des choses que j'avais écrites à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Par exemple, toute cette conversation sur Don Quichotte, c'était piqué de notre texte. Le phénomène de marcher dans les rues d'une ville et que vos pas dessinent les lettres de l'alphabet et peuvent former des mots, des idées bizarres comme ça. Et puis, le deuxième livre de la trilogie, c'était, j'avais écrit une pièce que j'étais jamais jouée. Et j'ai relu la pièce et je me suis dit, bon, je peux refaire tout. Mais c'était basé sur le même principe, j'imagine, on peut dire, et transformé en roman, en petit roman. Alors ça, c'est le deuxième. Ce n'était pas prévu comme une trilogie, mais dès que j'ai fait les deux, où j'étais au milieu du deuxième, je me suis dit qu'il faut un troisième. C'est une trilogie.
Ouais. bizarre. Et à partir de là, vous étiez lancé, en fait. Le Oui, romancier était oui, lancé. sans vraie connexion, mais quand même quelque chose. Et comme ça, j'ai trouvé l'histoire et la manière de raconter, c'est quoi en français, la chambre dérobée, je crois, The Oui, Locked Room oui, en anglais. Et oui. comme ça, il y avait cette trilogie. J'ai été refusé par tous les éditeurs à New York pour Cité de Verre. Euh, et c'était assez déprimant. Je crois 17 éditeurs ont dit non. C'était pas qu'ils pensent que c'était mauvais, mais c'était trop bizarre pour eux. Il y avait quelques éditeurs qui disaient, on voudrait beaucoup le publier si vous changez la fin, si vous changez ça. J'ai dit non, je ne peux pas changer. Le livre, c'est le livre. Take it or leave it. Et puis, euh, finalement, le livre, et c'est bizarre, était publié par un tout petit éditeur qui n'était pas de New York du tout, c'était basé à Los Angeles. Alors, le livre sur New York, c'est par un éditeur californien. C'est drôle. 17 refus, mais maintenant traduit en 45 langues. Oui, bien sûr. Et ça, c'est 45, plus encore. 45 maintenant. Et ça c'est la revanche. Oui, Quand les j'entends bien que éditeurs c'est... new-yorkais qui m'ont refusé comme ça quand j'étais euh, très paumé, il faut dire. Oui, Je n'avais oui, pas d'argent. oui. Et je me souviens très bien les avances pour les 3 livres de la trilogie de ce petit éditeur, c'est $100 par livre. Alors, je Donc, n'ai pas fait une fortune comme romancier au non, début. non, même à l'époque, ce n'était pas énorme, 100 $ par livre. Non, Tout de c'était même, alors ridicule. maintenant, vous êtes le romancier que vous êtes. Votre revanche, elle est définitivement signifiée à la face du monde et à la face des éditeurs. Croyez-vous qu'il existe une cohérence dans votre œuvre? Et si oui, ne peut-elle apparaître qu'après coup? Je parle lentement en dessin parce que Oui. j'admire votre français. Vous êtes, mais c'est pour aussi vous faciliter la tâche de la compréhension. Donc, et nos auditeurs sauront apprécier votre français. C'est très, C'est un peu vous êtes drôle, un mais maître. c'est pas parfait, mais je fais Oh, mon mais mieux. si, on se comprend. Donc, croyez-vous à la cohérence d'une œuvre, de votre œuvre en particulier? Je ne sais pas. C'est pas à moi de dire. Je sais que il y a quelque chose qu'on peut voir dans un livre de moi qui l'identifie comme un texte de moi, mais je ne peux pas dire exactement ce que c'est. Je sais que euh, mes intérêts, mes sujets, sujet, c'est pas le mot, le focus, Obsession? euh, Obsession? obsession, peut-être préoccupation ont Ouais. changé à travers les années. Euh, euh, Au début, dans les romans, j'écrivais des livres sur plutôt, pas tout à fait, mais plutôt sur les personnages isolés, seuls. Et petit à petit, je crois j'ai enlargi la toile. Et, et finalement, il y avait, par exemple, dans un livre comme Léviathan, il y a des gens qui ont des dîners avec les amis, des choses comme ça qui n'étaient pas dans mes livres avant ça. Et petit à petit, il y avait une période où je, il me semblait que j'écrivais les romans sur les hommes vieux, malades, qui sont en face de la mort. Et puis, il y avait un changement assez radical et mon attention était prise par la jeunesse. Et je crois que derniers romans que j'ai écrits sont plutôt concentrés sur les jeunes personnages qui Oui. m'intéressent beaucoup. Le plus âgé que je suis, le plus
la jeunesse m'intéresse. Et même, je trouve que ce livre sur Stephen Crane, le plus récent, c'est un livre différent de tous les autres que j'ai jamais écrits. Il est mort très jeune, Crane. Il est mort à 29 ans. 28 ans. C'est étonnant ce qu'il a fait dans sa courte vie. Une explosion de travail et une vie tout à fait fascinante et sont des aventures inouïes. Quelle histoire et quelle œuvre. Et j'étais vraiment passionné au début et jusqu'à la fin. C'était par cette vie. On aura l'occasion d'y revenir au cours de l'entretien et de donner des clés pour les lecteurs qui ne sont pas familiers aussi avec l'œuvre de Stephen Crane. Mais donc, j'entends bien que dans votre œuvre, vous êtes passé peut-être d'un focus sur des êtres isolés, des individus, et puis après des portraits de groupe, on pourrait dire, de la société ou l'être humain, et pas seulement la figure du père, qui est quand même assez importante aussi dans votre œuvre. L'être humain est-il voué à demeurer une énigme pour vous? Et écrire des romans est-il un moyen d'essayer de résoudre l'énigme? C'est vraiment difficile parce que je ne me comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi j'écris. Je ne comprends très peu sur les motifs de mon travail. C'est vraiment un mystère. Parfois, je pense à quelque chose que j'ai écrit quand j'avais 20 ans, seulement 20, quand j'étais étudiant. C'était dans un carnet. Et plus tard, j'ai publié ce petit carnet. Il y avait, je crois, 13 propos que j'ai faits. Et le premier, je crois, c'est une sorte de summa de tout ce que j'ai fait depuis. C'est seulement 2 petites phrases. Le monde est dans ma tête. Point. Mon corps est dans le monde. Point. C'est tout. Et je crois que c'est le double mystère de la vie humaine. Cette conscience qui est très active, cette conversation qu'on a dès que l'âge de 5 ans jusqu'à la mort, et aussi cette certitude qu'on est entouré d'un monde, on est une partie d'un monde, on vit avec les autres et parmi les autres, nous sommes toujours seuls dans nos têtes, mais nos corps sont avec les autres et parfois ce qui est dans nos têtes est avec les autres, ce qui est dans les têtes des autres. Ça, c'est vraiment l'amitié, les amitiés, les amours viennent de ça. Ça, c'est le grand mystère, c'est ce point de contact entre 2 personnes ou même plus. Et peut-être on peut dire, j'ai jamais pensé ça avant maintenant, mais peut-être la première partie de mon œuvre romancier, c'est la première phrase. Et le deuxième, c'est deuxième partie, c'est oui, la deuxième phrase, et peut-être maintenant, la troisième phrase, c'est les 2 ensemble. Peut-être, j'invente maintenant, mais il y a peut-être quelque chose en ça. Vous en seriez là. Dans le carnet rouge, précisément, dont vous dites que c'est votre art poétique, paru en 1993 en français, vous évoquez toutes les coïncidences dont votre vie a été parsemée et sans doute que cela continue. Et vous ajoutez, peut-être est-ce un moyen de me rappeler, ces coïncidences, donc, que je ne sais rien, que le monde dans lequel je vis continuera toujours à m'échapper. Fin de la citation. Écrire des romans aux identités enchevêtrées, vous dites être dans le monde, mais être dans la tête d'autrui aussi, est-il un moyen d'y voir plus clair, paradoxalement?
Encore, je ne sais pas. Ouais. Euh, C'est bien qu'un romancier ne sache pas, dire non? art poétique, Ouais. c'était plutôt drôle, cette phrase, parce que il n'y a pas de la théorie sur l'esthétique dans ce livre. Ce sont Ouais. des petits récits vrais. Ouais. Et je crois que le narratif est une manière de comprendre des choses qui est plus énigmatique, mais aussi plus profonde que des arguments logiques. Et je voulais m'exprimer à travers les récits, les narratifs. Mais il faut dire que la vie, le monde est très bizarre. Les choses bizarres nous arrivent tous. Et c'est que la vérité, c'est que ce n'est pas bizarre, c'est normal. Et c'est ce que j'ai défini dans ma tête comme the mechanics of reality. C'est quoi en français? La machinerie de la réalité? Du réel, oui. Oui. Et plus tard, j'ai fait quelque chose. C'était à la fin de la dernière siècle et au début de le siècle, le 21e siècle, j'ai fait un programme à la radio, National Public Radio aux États-Unis, et c'était quelque chose qui s'appelait The National Story Project. Et c'était un rassemblement des récits vrais écrits par les auditeurs sur des expériences qu'ils ont éprouvées dans leur vie. Parce que je voulais savoir si toutes ces choses soi-disant bizarres qui me sont arrivées à moi arrivent à tout le monde. Et c'est vrai, ils arrivent à tout le monde. Et il y a des choses dans ce... J'ai fait une anthologie des meilleures des sélections qui sont étonnants. Je trouve que le réel est très étonnant si on l'examine attentivement. Ouais. Mais pourquoi nous apparaît-il bizarre, du coup, le réel, s'il est même dans son étonnement, qu'il est source Oui, d'étonnement, oui, pourquoi nous apparaît-il bizarre parce que s'il est la normalité? nous sommes les créatures de l'habitude. Et chaque fois que quelque chose qui n'est pas dans ce monde conscrit qu'on habite pour la plupart du temps, ça fait un choc, un jolt en anglais. Mm. Et on est surpris. On peut dire surprise, c'est une autre manière de parler de ça. Mais en effet, il y a tant de surprises dans la vie qu'il faut l'accepter comme normal. Mais c'est difficile de le faire. On ne Oui, veut pas être surpris tout le temps. oui. Mais alors, que se passe-t-il à partir du moment où vous prenez conscience de l'étonnement, de la surprise que procure régulièrement le réel, et pourtant, vous êtes un auteur de fiction. Alors, que peut faire la fiction devant le réel si éblouissant finalement dans sa réalité? La fiction peut-elle encore inventer? Oui, mais je me sens, je ne sais pas comment me définir comme romancier, réaliste, fantasiste, je ne sais pas. Je crois peut-être c'est un peu les deux à la fois. Euh, euh, mais mon désir comme écrivain, comme romancier, c'est de représenter en mots le monde tel que je le perçois. Alors, il y a des surprises. Et ce n'est pas pour moi des surprises de quelqu'un qui manipule la réalité. Comme, il y a beaucoup d'auteurs qui font ça. Non, c'est de me laisser ouvert
aux choses qui peuvent arriver. C'est pour ça, chaque fois que je commence un livre, j'ai une idée assez vague de ce qui va se passer, un sens de la fin, du milieu et le début, mais pas fixe. Et chaque fois que je commence à écrire, les autres choses viennent. Et je crois jamais j'ai écrit un livre qui a terminé comme j'ai imaginé ce livre au début. Je sais, il y a des romanciers qui sont des cartographes. Ils ont un plan pour tout le livre et même 40, 50 pages avec tous les détails de chaque chapitre et puis ils écrivent. Mais pour moi, c'est presque réécrire. Et moi, je veux découvrir en train de travailler sur le livre. Alors, c'est fatigant parfois, très fatigant, mais je crois que c'est plus inspirant et je préfère de ne pas savoir tout d'avance. On découvre les choses en train de les faire. Ça, c'est la joie d'écrire, je trouve. Et la découverte est toujours au rendez-vous? S'il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de roman? Oui, je crois, s'il n'y a pas, les résultats sont plats, sans vie. Et un texte sans vitalité, c'est un texte on ne veut pas lire. Ça ne donne assez. Ça ne donne pas assez. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu de ce roman, 4, 3, 2, 1. C'est votre dernier roman parce que Stephen Crane, le livre sur Stephen Crane, c'est une biographie. Donc, Oui. le roman 4, 3, 2, 1 est un échafaudage très réussi où le personnage principal, Ferguson, écrit un livre où sont racontées les 3 autres vies possibles de Ferguson. Ça, on le comprend à la toute fin. Mais au début, page 69, le jeune Ferguson, qui a 5 ans en 1952, prend conscience des potentialités du réel, qu'il pourrait y avoir un autre garçon appelé Ferguson et que les événements qui sont en train d'avoir lieu en ce qui le concerne, pour l'un en tout cas, pourraient se produire différemment pour un autre garçon, Ferguson, dans une autre version de lui-même en quelque sorte. Est-ce là une attitude philosophique en somme? Vous a-t-elle guidé dans votre travail de romancier les potentialités du réel? Oui, j'étais toujours fasciné par cette idée que les choses se déroulent, mais la manière dont les choses se déroulent n'est pas nécessaire. Il y a toujours, ils sont toujours contingentes, on dit en français, contingent, et qu'il y a des possibilités que les choses se déroulent autrement. Et finalement, dans ce livre, et il faut dire que c'est la première fois que j'ai écrit un livre où j'avais la forme avant le contenu. Chaque fois avant, j'ai commencé avec les idées assez vagues. J'avais un personnage, une situation, et la manière de créer la forme se développait à cause du substance du livre. Mais là, de toute façon, le scaffolding, qu'est-ce qu'on dit, scaffold? L'échafaudage, non? Si, la structure. La structure. Oui. L'armature, c'était donné à moi en avance. Alors, je savais il y aura une multitude de Ferguson. Au début, je pensais 9. Et puis, j'ai réduit à 4. Et je savais que ça sera un livre long parce que c'est en effet 4 histoires, pas un.
mais je n'ai jamais rêvé, imaginé que ça peut être si long que ça. Ouais. Quand j'ai signé le livre aux amis, j'ai dit, faites attention de ne laisser pas tomber ce livre sur votre pied, parce que c'était un objet dangereux. Ouais. C'était si lourd. Ouais. Mais ce n'est pas lourd à la lecture, je vous rassure. J'espère que non. Non. Je voulais écrire d'une manière très vite. Et pour ce livre, ça c'est une autre chose. On peut parler sur les phrases dans mon œuvre parce qu'ils ont changé petit à petit. Au début, j'ai plutôt écrit des phrases courtes. Et dans les 10 ou 15 dernières années, j'ai découvert une autre manière d'écrire les phrases plus longues qui peuvent durer une page ou même 2 pages avec un certain rythme qui me paraît comme une sorte de tourbillon ou une danse. Et avec l'énergie que ça donne, je crois qu'on est traîné comme par un vent dans le narratif. Et surtout dans 4, 3, 2, 1, j'ai employé cette manière de phrase pour accélérer les histoires. Et ce n'était pas quelque chose de très conscient quand je le faisais. Mais après, quand j'ai relu ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que ça, c'était la manière de, j'espère, comme vous dites, tenir le lecteur à un livre si long. Oui, mais donc la structure était importante, vous l'avez reçue dès le départ, et heureusement parce que il fallait que tout se tienne tout de même là. Si vous aviez construit à mesure l'échafaudage, peut-être qu'il se serait effondré en cours de route. On spécule, Oui, on oui, spécule. Mais si je comprends bien, le style est aussi un moteur de la narration. La oui, phrase longue, la oui, phrase oui, ample est un moteur de la oui, narration. oui. Alors, dans toute cette œuvre, je crois que j'ai écrit 17 romans. Et aussi, la grande choix au début, c'est est-ce que j'écris dans la première personne ou la troisième ou la deuxième? Hein? J'ai fait dans tous les trois. Ça, c'est la décision, je crois, la plus importante. Et je suis devenu très conscient de ça quand j'écrivais le livre de la mémoire au début, parce que j'ai commencé à écrire cette deuxième partie de l'invention de la solitude dans la première personne, comme la première partie. Et je n'étais pas content. Et j'écrivais pendant quelques mois et quelque chose ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas ce que j'écris. Et je me souviens, j'étais en San Francisco, j'étais chez des amis, j'étais dans un livre d'amis. Très tard la nuit, je ne pouvais pas dormir. Et je marchais dans cette petite pièce et puis j'ai pris l'idée, non, la solution, c'est d'écrire dans la troisième personne parce qu'il faut établir une distance entre le sujet et la narration. Et comme ça a déclenché la possibilité d'écrire le livre. Et depuis ça, ce choix est très important. Ça, c'est la chose fondamentale. Pour 4, 3, 2, 1, troisième personne était nécessaire de lire, par exemple, 4 récits en première personne sera impossible. Il y aurait une confusion, mais Oui, peut-être oui, aussi que la narration à la troisième personne marque fortement le pouvoir du romancier, non? oui, Qui tire les exactement. ficelles, qui Oui, est il y le a démiurge. une imagination Oui, qui est derrière
Ouais, tout ce qu'on lit. ouais, Mais pour les choses très intimes, par exemple, Winter Journal, c'est quoi? Chronique d'hiver. C'est ouais, un livre autobiographique. C'était écrit dans la deuxième personne. Et là, il y a une petite distance, mais ce n'est pas une grande distance. C'est comme on est en conversation avec soi-même. Et, et je crois que c'est presque plus intime que la première personne. Okay? ouais, C'est bizarre. Euh, euh, mais chaque œuvre a ses demandes propres à cette œuvre en question. ouais, Et il faut obéir les demandes de cette idée et ouais, trouver la manière correcte ouais, euh, incarner l'idée en mots. ouais. Et c'est la première tâche du romancier, c'est d'être à l'écoute de l'œuvre qui Oui, veut être écrite, en fait. oui, là, oui, cette première phrase, c'est Ouais, tu ouais. commences avec ça. Ouais. Ouais, ouais. Au chapitre 2.2, toujours dans 4.3.2.1, Ferguson meurt à 13 ans. Sir Ferguson meurt à 13 ans, fauché en pleine jeunesse. Je pense qu'on dévoile rien ici si on dit ça, là. Et au chapitre 6.3, un autre Ferguson meurt à Londres, fauché en plein élan littéraire. Il publiait son premier livre. Et tous les deux meurent, dit le narrateur, sous le regard indifférent des dieux. Oui, Souvent, en fin de chapitre, les dieux apparaissent, mais lointains et indifférents à ce qui... Pas souvent, mais à quelques reprises. Pourquoi ces dieux sont-ils indifférents? Donc, ils existent d'abord. On croyait que le 20e siècle avait marqué la mort de Dieu. Et simplement, ils sont indifférents? je voulais établir un ton des vieilles narratives. C'est peut-être presque ancienne, cette approche Oui, euh, que ces histoires déroulent dans un cosmos énorme. Et nous, les petits êtres humains, comme les petites pousses dans l'univers. Et oui, il y a les dieux, mais les dieux sont indifférents et ils nous plaisantent avec nous, ils se jouent avec nous. Euh, Ce sont des forces, je dis Dieu, mais c'est quoi? C'est le destin, la fortune, oui, euh, la, le cours des choses. Je ne sais pas comment on peut définir, oui. mais les dieux me frappaient comme une phrase si antique que c'était à la fois drôle et profonde. Oui. Oui, oui. Page 103, on lit, je cite, Dieu n'était nulle part, mais la vie était partout et la mort était partout et vivants et morts étaient unis. Fin de la citation. Ça, c'est le narrateur qui... Auriez-vous pu écrire cette phrase à 20 ans? Non, non, non. Il faut, il faut avoir vu et su faire les morts de beaucoup d'autres, des êtres aimés pour écrire cette phrase. Et à mon âge, j'ai perdu beaucoup de personnes. Et je crois que une bonne partie de ma vie maintenant est passée dans la compagnie des fantômes. Je suis en conversation avec mes morts, mes bien-aimés disparus. Et je crois que c'est vrai pour tout le monde. Après l'âge de 50, 60 ans, c'est une avalanche qu'on confronte. Et, et c'est comme ça. C'est même pas triste. Ça, c'est la vie. Et tout le monde va disparaître pour être remplacé par les autres. Et ça, c'est l'ordre naturel des choses. Oui, oui, Mais il y a beaucoup de souffrance dans tout ça. Et vivre et souffrir, mais c'est aussi euh, plein des joies aussi. La plupart de l'humanité veut vivre. Euh, il y a, heureusement. il y a des suicides, mais c'est un Oui, pourcentage
très petite dans l'humanité en général. Oui, l'instinct de vie est le plus fort. Oui, oui. L'instinct. On est en train, mine de rien, sans l'avoir trop cherché, à s'aventurer sur le terrain, appelons-le métaphysique ou philosophique ou existentiel. Vous avez écrit à quelques reprises dans vos livres que vous avez pris vos distances avec le judaïsme, donc la religion. Mais Oui. quel est votre rapport à la judéité, donc à l'identité juive? Euh, euh, je suis très attaché à mes origines. Et je crois que la, la philosophie juive est signifiante et importante et forte. Et j'y tiens. Je ne pratique pas toutes les religions organisées. Je crois, je ne veux pas entrer dans une longue discussion sur ça, mais j'ai mes doutes. Hein. C'est pas, c'est pas pour moi. Mais l'idée dans le christianisme, c'est the golden rule, la règle d'or. Euh, Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils On vous fasse, ouais. font envers Ouais, vous. à vous-même, ouais. Ça, c'est une demande aux personnes, aux êtres humains, d'être des saints, presque. Vraiment, c'est impossible de vivre comme ça, je trouve. Hein. On peut essayer, mais il y a des échecs tous les jours si Ouais. on tient à cette règle d'or. Les Juifs, c'est former la même idée dans le négatif. Et je trouve que c'est beaucoup plus supportable. Ne faites pas aux autres que vous ne voulez qu'ils ne font pas à vous. Ouais, Ça, je comprends ça. Oui. ouais. Mais l'idée euh, l'autre, l'injonction positive est trop difficile. On Ouais. ne peut pas tenir le coup. Mais l'autre, la plupart du temps, je crois, on peut le suivre. Oui. Donc, si je comprends bien, les religions, dans leur structure organisée, elles vous éloignent, mais la pensée appelons-la religieuse, qui sous-tend l'édifice, ça, vous pouvez entrer dans cet univers-là Oui, et y trouver et votre compte en tant qu'être aussi, humain. parmi les Juifs, ils ont fondé l'idée de l'universalité. Et je crois que c'est une idée révolutionnaire, extraordinaire. Et on peut le trouver dans le petit livre comique de la Bible de Jonas. Oui, le livre de Jonas, oui. Oui, et Dieu, il dit à Jonas, allez à Nineveh, Ouais, faites vos serments contre ces gens horribles, ouais, où je vais les détruire. Et ces gens à Nineveh étaient les ennemis des Juifs. C'était une mission dangereuse pour Jonas. C'est comme dire à un Juif, je ne sais pas, à 40, 42, d'aller en Allemagne pendant le ouais, régime de Hitler et de dire non, arrêtez ce que vous ouais. faites. Il ne voulait pas. Il Il a pris le chemin opposé. fuit, Oui, il oui. fuit, oui, il est avalé par le grand poisson, Baleine, oui. etc. La baleine, ça dépend, on ne sait Oui, pas ça dépend des exactement ce que traductions. ce Oui, poisson est, mais et puis il va, malgré tout, à Nineveh, il fait ses serments et euh, les gens à Nineveh ont changé leur pratique. attitude, oui, Et oui. Dieu est très content. Et Jonas est vraiment en colère. Il est furieux contre Dieu de ne pas détruire ses ennemis. Et Dieu dit à la fin, non, non, il faut. Et c'est que s'il n'y a pas la justice pour tout, il n'y a pas la justice pour un seul. Oui. Et ça, c'est une invention juive.
Ils ont inventé même l'idée c'est quoi, Sabbath, le Le jour de sabbat, le repos. jour du sabbat, Shabbat, Oui, oui. Shabbat, oui, mais c'est aussi une idée révolutionnaire parce que c'est pour les esclaves aussi, hein, un Oui, jour de repos. oui, Et ça n'existait pas dans ce monde de tribus oui, qui se détestaient l'un à oui, l'autre. oui. Alors, toutes ces idées fondamentales euh, sont des bonnes idées, je crois, et c'est le résultat de la culture juive. Oui, Alors, mais il faut dire aussi que l'aspiration à l'universel, elle est, en tout cas, on peut en voir des signes dans, j'oserais dire, dans plusieurs grandes religions. Dans le christianisme, il y a Paul qui dit, il n'y a plus ni juif, ni esclave, ni Paul, ni homme, ni femme. C'est une aspiration à l'universel. Ce serait oui, propre à oui, l'être humain, au mais fond. le chrétianisme vient de la judaïsme, Oui, bien sûr. bien sûr. Il Jésus vient n'était après. pas Oui, oui. chrétien, il était juif. Oui, oui, Euh, nous devons beaucoup aux Juifs. Oui, 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 je le reconnais, je le oui, reconnais. Donc, on va parler, si vous voulez bien, de Stephen Crane. Si les vies potentiellement multiples contenues en germe dans une seule vie semblent fasciner l'écrivain que vous êtes, qu'en est-il du biographe de Stephen Crane que vous êtes aussi? Stephen Crane, courte vie, mais a-t-il eu plusieurs vies dans ce laps de temps? oui, oui, bien sûr, il a écrit plusieurs vies, mais il faut dire, vous n'avez pas lu le livre encore. La Aussi, je l'ai moitié, lu, je suis en train de le lire. Je oui. suis à la page La- 300 environ. ah bon, Et il fait vous 1000 pages, connaissez? hein, je le dis Oui. aux Très bien. auditeurs. Alors, vous savez, Oui, alors que la moitié du livre, oui, je parle sur les œuvres de Crane. oui, exactement. C'est vie et œuvre, et c'est moitié-moitié, plus ou Oui. moins. Vous Euh, citez longuement d'ailleurs les œuvres. Vous citez oui, longuement. Oui, 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 parce que c'est pour moi le grand désir d'écrire ce livre, c'est d'inspirer les gens à lire et relire maintenant Crane, oui, parce qu'il est un peu, pour moi, trop oublié maintenant dans la discussion de la littérature américaine, des discussions sur la littérature moderne. Il était le premier aux États-Unis d'ouvrir la porte au XXe siècle, oui, je crois. oui. Euh, On va quand même rappeler pour nos auditeurs les dates. 1871, c'est sa date de naissance, oui, et puis il meurt en 1900. Donc, c'est un homme du 19e siècle, oui, Stephen Crane, et la fin, pourtant, vous oui, dites, il est résolu, vous montrez, vous ne le dites pas, vous le montrez aussi, son œuvre est résolument moderne. Il a eu des intuitions formelles et sur le fond aussi qui en oui, font presque un oui, contemporain de nous. oui, 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 oui. Euh, oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être une bonne boucle pour la conversation. Euh, quand- J'étais très enthousiaste quand j'écrivais ce livre, mais je me demandais toujours pourquoi j'écris ce livre. J'ai jamais fait ça avant. Je n'ai aucun désir de faire un autre livre sur quelqu'un d'autre. Pourquoi? Et la seule réponse qui était cohérente pour moi, c'est que Crane est peut-être Ferguson 5, hein? Ah, Euh, D'une certaine manière, il est l'exemple vivant, vrai, de ce que je faisais dans mes quatre Ferguson dans le roman. Euh, et c'est bizarre qu'ils sont tous nés au même lieu, Newark, New Jersey, où je oui. suis né aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y Mais a des points il y a des points de rapprochement, le journalisme, le baseball, entre les Ferguson et Stephen Crane. Là, les oui, époques diffèrent, mais c'est vrai qu'il y a il y a des oui, points de rapprochement. La difficulté au début aussi de se faire connaître, de se faire oui. un nom, une réputation. Oui, oui, tout ça. Mais c'est pas pour ça que j'écris le livre. J'écris le livre parce que après avoir terminé le grand livre sur les Ferguson, j'étais vraiment épuisé et je savais que je ne pourrais pas écrire pendant des mois et il faut prendre une pause.
Et j'ai commencé à lire beaucoup de livres, et surtout les livres que j'ai pas lus, que je voulais toujours lire. Et parmi ces recherches, je me suis rendu compte que j'ai lu Crane avant, quand j'étais plus jeune, mais depuis des années, je n'ai pas continué. Peut-être qu'il faut retourner, examiner son œuvre encore. Et j'ai commencé avec un petit roman, longue histoire, euh, euh, Le Monstre. Et j'ai jamais lu avant. Et ça, c'était un choc. L'originalité, le pouvoir de ce... euh, c'est 60 pages, plus ou moins. C'est pas un roman, mais c'est pas une nouvelle aussi. Je ne sais pas. Une novelette, peut-être, qu'on dit. Euh, qui confondent tant de choses, des paradoxes dans la société américaine, que ça m'a pris d'une manière très forte. Et j'ai décidé de lire encore des choses. Et chaque nouvelle chose que j'ai lue de lui, j'ai été bouleversé. Ouais. Et alors, ça m'a inspiré de... Finalement, j'ai acheté les œuvres complètes de Crane. C'est 10 volumes, 10 volumes. Hein? Et il a publié dans sa courte vie plus que 3000 pages. Ouais. Je ne peux pas vraiment comprendre ça. À 28 ans, j'ai fait presque rien. Il était mort à 28 et il a écrit. Le journalisme, oui, mais aussi il a été correspondant dans deux guerres. Ouais. Ouais. Il a écrit des poèmes incroyables et tout à fait bizarres dans cette époque-là. Des nouvelles parmi les plus brillantes de la littérature américaine et aussi des romans. Oui. Et les deux romans qui ressortent, c'est Maggie, A Girl of the Streets. Il y a Oui, une traduction en français. J'ai fait une petite recherche là. Il y a oui, Maggie, fille des rues. C'est paru en 1993 oui, chez Aubier. Et puis The Red Badge of Courage. Ça, oui, c'est c'est ça, oui, 1995. oui. L'insigne rouge du courage. Il vient de paraître une nouvelle traduction en 2019 chez Gallmeister. Donc, Ah, mais pourquoi? Alors, je le dis pour le bénéfice de non, l'auditoire, parce c'est très que, bien. Parce que je sais, il y avait une traduction française de Red Badge of Courage assez tôt et c'était abominable. Et ah je oui, pense que ça a ruiné la réputation de Crane en français. Ça a pris des années pour un intérêt nouveau de développer. oui. Ouais, Ouais, ouais. mais donc, c'est une nouvelle traduction. Donc. Bien. Mais vous dites, très tôt, vous dites, et vous l'avez dit tout à l'heure, Stephen Crane n'a plus, c'est un classique dans la littérature américaine, et il n'est plus partie prenante de la conversation. Il est oublié, il n'est plus lu dans le cursus scolaire. D'où Oui. vient, selon vous, son oubli actuel, son purgatoire actuel, son discrédit actuel? Je crois ça parce que quand j'étais jeune au lycée, à l'âge de 15 ans, la classe, c'était classe d'anglais, c'était un livre que tout le monde devait lire, c'était required reading. Et comme ça, les générations des jeunes Américains ont lu Crane. Mais maintenant, c'est plus le cas. Mais il n'est pas le seul qui était jeté du syllabus, on dit en Oui, français. oui, Oui. oui. Euh, Par exemple, le premier grand roman américain, The Scarlet Letter, hein, Et par la lettre écarlate, Nathaniel Hawthorne, Nathaniel n'est plus Hawthorne. lu non plus. Ouais. C'est fini. Et je crois que c'est le résultat des goûts qui changent dans la société et aussi, je crois, une peur parmi les écoles que les élèves maintenant s'intéressent plus dans la littérature et que Ouais.
convaincre les jeunes à lire quelque chose devient plus en plus difficile. Alors, ils ont changé ces livres difficiles, pour ainsi dire, pour les livres plus simples, qui peuvent peut-être faire une attraction aux jeunes. Je ne sais pas. Red Badge of Courage, c'est un livre sur un jeune homme, et c'est vraiment une exploration de la mentalité de jeunesse. Mais je ne sais pas. Et Nathaniel Hawthorne, juste précision pour l'auditoire, contemporain de Herman Melville. Et il y a une correspondance d'ailleurs entre les deux qui est tout à fait passionnante, hein, Hawthorne et Melville. Mais donc, oui. Cet oubli actuel ou cette relégation actuelle de Crane, revenons à lui, et d'autres, Hawthorne et d'autres, c'est parce que c'est des dead white males? C'est ça le problème? Oui, Leur il problème? y a ça aussi, Oui. c'est peut-être ça, mais je crois que ces livres sont oubliés par les écoles avant cette sorte de discussion était répandue. Ah ouais. C'était déjà commencé. Oui, oui. C'était déjà commencé. D'emblée, dans cette biographie, et puis les passages que vous citez, notamment dans Maggie, A Girl of the Streets, on voit le regard neuf que pose Crane sur la réalité sordide de New York à l'époque, avec la misère, vous êtes figé avec... pour le moment. Oui, non, mais aussi, ce qui m'attire chez lui, c'est son œil. Il voit des choses que la plupart des gens ne voient pas. Il a une sorte de corps électrique avec les perceptions très actives et un don extraordinaire pour les métaphores et les comparaisons qui rend les situations qu'on lit si vives que ça fait un grand effet. Et c'est pour ça que j'ai poursuivi tout ce chemin, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oui. À un moment donné, vous le comparez, vous faites un rapprochement entre Stephen Crane, à cause de l'époque aussi, et la fin de Knut Hamsun, parce que dans les passages que vous citez de Maggie, A Girl of the Streets, il y a un style là aussi, il y a comme un regard presque halluciné sur le réel qui emporte le lecteur. La fin de Knut Hamsun, c'est Oslo, c'est la fin du 19e siècle. Il n'est pas sûr qu'il l'ait lu à ce moment-là. Oui. Il ne l'a pas lu encore. C'est ce que vous dites. Mais il y a des rapprochements. Vous rapprochez les deux œuvres. Alors j'ai perdu 20 secondes. Vous êtes figé. J'ai été figé. Bon. Mais Hamsun, je connais bien. J'ai écrit sur lui quand j'étais jeune. Et pour une thèse à l'université, j'ai écrit une longue texte sur la fin. Et alors, je connais ce livre bien. Ils sont très différents, Crane et Hamsun. Mais ce qui est intéressant, c'est tous les deux, ils ont rejeté les normes conventionnelles du roman du 19e siècle. Crane, c'est même plus radical que Hamsun. Il jette dehors tous les détails qui étaient la substance des romans à l'époque, pour concentrer sur les choses essentielles. Mais c'est extraordinaire dans le Red Badge of Courage, par exemple. C'est un livre situé dans la guerre de succession aux États-Unis. Mais jamais on ne dit pas le nom de la guerre. Il y a des soldats. On ne cite pas les causes de la guerre. On ne cite pas
jamais le mot esclavage est prononcé, jamais le nom Abraham Lincoln est prononcé. Il n'y a pas le seul nom d'un seul général du Nord ou du Sud. C'est simplement ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme de 17 ans, peut-être 16 ans, qui a peur dans la bataille. Et c'est ça. C'est un livre sur la peur. Et raconté d'une manière si vivante que ce livre est publié en 1895 et c'était jamais épuisé. Depuis ça, c'était toujours disponible dans les librairies. Oui, donc il y a une innovation formelle chez Stephen Crane et chez Nutam Sun dans la fin notamment. Sont-ils pour autant, Stephen Crane en tout cas, est-il pour autant de l'avant-garde? Est-ce qu'on peut le classer dans cette catégorie? Ou est-ce que les catégories de toute façon deviennent, vous montrez les limites des catégories de la critique? Oui, je ne sais pas. L'idée du modernisme n'existait pas exactement à l'époque. Ah ouais. Mais à la fin du livre, je fais des comparaisons entre Crane et Albert Camus aussi, parce que je crois que la trajectoire de l'œuvre de Crane, ses pensées sur le monde, il arrivait à une position d'existentialiste avant la lettre. Il n'avait pas un terme pour ça. Mais lui aussi, il savait que, comme Camus, c'est un monde absurde, les dieux sont disparus, l'homme est seul dans l'univers, et quoi faire, comment vivre dans de telles conditions. Et je crois que ces conclusions sont très proches à Camus. Et c'est drôle que les deux avaient la tuberculose, les deux étaient des sportifs. Hein? Crane jouait le baseball, Camus jouait le football. Et il y a des liens entre les deux. Oui. Dernière question, parce que l'heure tourne, je vois bien. Elle tourne très rapidement en votre compagnie. Oui. Alors, je vous en remercie. Vous avez parlé tout à l'heure des fantômes qui sont autour de vous en tant qu'être humain. En tant qu'écrivain, un écrivain n'écrit jamais seul, dès lors qu'il est aussi un lecteur. Quels sont les fantômes qui tournent maintenant autour de votre table de travail? Peut-être que Stephen Crane s'éloigne maintenant que le livre paraît. Il y a peut-être d'autres fantômes qui s'avancent. Ces jours-ci, c'est bizarre. Je ne lis pas beaucoup de romans. Je suis submergé dans une nouvelle attentat de comprendre l'histoire des États-Unis. Et je lis beaucoup d'histoires, les livres sur l'histoire. Ce que j'ai fait depuis le livre de Crane, parce que ça a été terminé il y a assez longtemps. Il y avait un délai avant la publication et j'ai terminé en février 2020. Hein? Et puis, j'étais occupé par faire des notes, les index, relire les épreuves. C'était immense. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais entre-temps, j'ai fait un autre livre non-fiction sur le problème, le grand problème aux États-Unis sur la question des guns, Les armes à feu. Fusils, qu'est-ce que les armes? Les armes à feu, oui. Les armes à feu, c'est ça. Et c'est un essai c'est pas trop long, 90 pages peut-être, mais c'est aussi un livre que je fais avec un photographe. Alors, il y a des photos dans ce livre aussi. Et ça, c'est, je crois, la chose la plus difficile que j'ai jamais tenté à faire. C'était dur de m'immerger dans toute cette violence et toutes ces histoires horribles.
Et on est bloqué aux États-Unis à résoudre le problème. Il y a 40 000 personnes chaque année tuées par les armes à feu aux États-Unis et double ça blessés. C'est beaucoup. Hein? Depuis 68, il y avait 1 500 000 Américains tués par les armes. C'est plus que tous les morts dans toutes les guerres que les États-Unis n'ont jamais se mêlé dedans depuis la Révolution. C'est extraordinaire. Oui. Oui. Oui, mais la violence, et ce sera peut-être notre provisoire conclusion, la violence semble être au cœur de, vous dites, vous intéressez à l'histoire, semble être au cœur de l'histoire de l'humanité. Oui, La société américaine est-elle, comment dire, encore plus violente? Est-ce qu'il y a un degré supérieur de violence dans la société américaine et dans l'histoire américaine? oui, oui. C'est le début d'une longue conversation. Oui. Une autre heure, une Oui, autre une heure. autre heure, oui, ou deux ou trois. Oui. Mais oui, à cause de... le Canada a développé d'une manière différente à cause des relations avec l'Angleterre étaient différentes. Et bien sûr, le Canada est un pays beaucoup moins violent que les États-Unis. On est tout à fait à côté de l'un à l'autre, mais c'est deux civilisations différentes. Mais ici, c'est un pays fondé dans la violence de tuer les indigènes, les Indiens, et aussi le grand et horrible institution de l'esclavage. De l'esclavage, oui. Les deux péchés dans le passé colonial des États-Unis est une sorte de malédiction sur toute l'histoire de notre pays. Oui, vous le dites d'ailleurs au début de la biographie de Stephen Crane, vous dites que ce sont les deux grands crimes qui sous-tendent l'expérience américaine. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Et on n'a pas fait une pénitence suffisante aussi. Ah, oui. Ça, c'est le problème. Chaque pays font des fautes. Il y a des moments où chaque nation est responsable pour les atrocités. Mais même l'Allemagne a reconnu l'horreur du régime nazi. Mais ici, non. On n'a pas beaucoup de regrets comme une nation. Il n'y a pas des musées à l'esclavage aux États-Unis. Il y a un grand musée à Berlin sur le Holocauste, mais on n'a pas fait ça. On continue à montrer les drapeaux du Sud, les drapeaux de bataille du Sud. On ne voit pas des swastikas en Allemagne. En Allemagne, bien sûr. C'est défendu par la loi. Alors, il y a des grandes différences. Oui. Alors, la question n'est pas résolue. Mais Paul Auster, nous allons, vous savez qu'on pourrait continuer encore, hein, et Oui. nous allons continuer d'une certaine façon en vous lisant dans vos livres. D'abord, cette biographie de Stephen Crane, là, qui va paraître ces jours-ci, Burning Boy, chez Leméac au Québec et chez Actes Sud en France, dans la traduction française. Ce livre dont vous nous parlez, là, de ce commentaire sur des photos et au sujet des armes à feu et de cette question qui est aussi pendante aux États-Unis. Paul Auster, je vous remercie. Je rappelle que tous vos livres, d'ailleurs, pas seulement les derniers que j'ai énumérés, sont disponibles chez ces deux éditeurs en français. Je remercie l'équipe du Festival Québec en toutes lettres. Vous aurez peut-être l'occasion un jour de venir à Québec et en personne
Oui. en personne, ce serait bien. Vos lecteurs seraient ravis, en tout cas. Je remercie aussi le BSCF Avocat d'affaires, qui est le partenaire présentateur des entretiens et des journées de réflexion qui sont partie prenante du Festival Québec en toutes lettres. Je remercie l'équipe technique, évidemment, qui s'est affairée derrière. Et puis, je vous souhaite bonne continuation, bonne écriture pour vos prochains livres. Nous serons au rendez-vous. Merci, Paul Auster. Merci beaucoup. Vous étiez magnifique. Merci. 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 Le plaisir était partagé.